Monsieur Luc Michel, vous êtes des géopoliticien belge spécialiste des questions internationales. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, tout récemment, le gouvernement espagnol a donné l'autorisation aux États-Unis de créer une base permanente sur le sol espagnol. On dit que l'objectif, c'est pour les Américains, c'est de superviser, de mener les opérations en Afrique, en Europe et également au Proche-Orient. Vous, spécialiste des questions internationales, comment expliquez-vous de cette décision américaine de vouloir maintenir une présence militaire permanente sur le sol espagnol? Mais il y a, en fait, ce qui est surtout visé, c'est l'Afrique et la Méditerranée. Pour le reste, il y a plutôt une tendance à dégraisser les forces américaines en Europe occidentale et à faire supporter l'effort militaire donc aux pays de l'OTAN. Il y a la base espagnole, ce n'est qu'un des points d'appui d'un grand projet américain que j'appelle la recolonisation de l'Afrique, qui a été étudié sous George Bush II et qui a été mis en œuvre par Obama. Notamment la partie nord-africaine du soi-disant printemps arabe, elle s'inscrit non pas vis-à-vis du Moyen-Orient, mais vis-à-vis de l'Afrique. Le but, c'est quoi? C'est de recoloniser l'Afrique, d'y établir des régimes favorables aux États-Unis, avec évidemment des parlements et des armées fantoches. La recolonisation de l'Afrique, elle se base sur une série de choses. La première, c'est l'AFRICOM. Jusque 2007, il y a un commandement unique pour l'Eurasie et l'Afrique. L'Afrique n'intéresse pas beaucoup les Américains. Ce sont les Français qui sont chargés de faire un peu la police. Et il y a uniquement une base américaine en Afrique à Djibouti, qui d'ailleurs ne vise absolument pas l'Afrique, mais vise le golfe d'Aden, le golfe Persique, etc. C'est là qu'est la fameuse 5e flotte aussi du Bahreïn. Pas loin de là. À partir de 2008, sous prétexte de la guerre au terrorisme, les Américains tendent à filer sur l'Afrique. Il y a d'une part un réseau de bases, donc une base en 2007, 35 bases en 2015. Il y a la création donc de cet AFRICOM qui est un commandement américain pour faire la guerre en Afrique, mais qui est basé en Allemagne, près de la grande base de Ramstein. Et troisième chose qui est mise en route, c'est une espèce de prise de contrôle des armées africaines, c'est-à-dire qu'il y a des exercices communs, il y a des manœuvres communes, il y a des États qui servent des États clients des États-Unis comme le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda, mais surtout il y a la prise en main d'officiers africains qu'on envoie aux États-Unis sur faire des formations, ils reçoivent des bourses, ils se déplacent en famille, ils ont tous des avantages. On en arrive à cette année où le nouvel homme fort du coup d'État, que certains appellent révolution, qui est une révolution de couleur au départ, au Burkina Faso, c'est le lieutenant-colonel Zida, c'est un officier formé dans la fameuse école des Amériques, l'école de la CIA. On a à Dakar, début mars, l'AFRICOM convoque les généraux de 43, c'est énorme, 43 pays africains, et on les voit, il y a eu des photos terribles que la presse africaine n'a pas diffusées, uniquement les réseaux sociaux, on voit des centaines de généraux au garde à vous devant le drapeau américain. Tout ça est combiné avec la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire que ce qui est très particulier, c'est qu'au moment où les États-Unis s'intéressent à l'Afrique, et au moment où ils veulent développer ce réseau de base, etc., on voit des mouvements djihadistes qui n'étaient que des gangs criminels devenir, on en est à cette année, de véritables armées, dont celle de Boko Haram, qui a fait allégeance à Daesh. On comprend tout de suite qui est intéressé par le terrorisme et à qui ça profite. Il y a deuxièmement une grande opération qui, elle, n'est pas militaire, qui est politique, c'est-à-dire que l'année passée, Obama convoque les dirigeants africains pour un sommet USA-African Leaders. C'est un piège tendu à tous les présidents. En fait, il s'agit de mettre en place une vague de changement de régime. Il y a en parallèle à ce sommet
un sommet qui se tient à quelques centaines de mètres de là, dans un bâtiment du Congrès américain. C'est le sommet démocratie et médias de la NED. La NED, c'est National Endowment for Democracy. C'est un organisme d'État américain, pas une ONG, hein, financé par le budget américain et qui, depuis 30 ans, finance les révolutions de couleur. Et elle a une filiale qu'on appelle la NDI, National Democratic Institute. C'est chargé de prendre en main les élections. Et ils les prennent tellement bien que, par exemple, la dernière élection présidentielle au Nigeria, elle est entièrement, non pas monitorée, mais organisée à tous les niveaux par la NDI. Et à côté de ça, la NDI crée une série d'ONG soi-disant nigérianes qui, évidemment, reconnaissent que le processus est démocratique, fair play, etc. Le résultat arrive au pouvoir, un général, qui a fait un coup d'État dans les années 80 avec l'appui de la CIA précisément. Voilà la situation. Il y a des révolutions de couleur dans toute l'Afrique, République du Congo, Sénégal, Gabon, etc. Il y a aussi des tentatives de déstabilisation des trois pays qui font actuellement le noyau dur du panafricanisme, d'une Afrique indépendante. C'est la Guinée équatoriale, c'est le Tchad et le Cameroun. Dans toute cette politique impérialiste extrêmement élaborée, il y a un réseau d'ONG, d'instituts de presse, de médias qui a commencé à être constitué dans les années 90, notamment par le fameux Georges Soros et la NED. Eh bien, tout ça sert maintenant à une véritable révolution politique pro-américaine en Afrique. Dans tout ça, la base espagnole, elle sert à quoi? Elle va abriter dans des conditions de sécurité. Il ne faut pas craindre une révolte populaire, rien du tout. Elle est en plus, la position de l'Espagne en fait un porte-avions tourné vers l'Afrique. Donc elle va abriter une force d'intervention rapide qui permettra, disent les Américains, d'intervenir en cas de terrorisme, etc., mais également en crise humanitaire ou en crise politique. C'est littéralement un énorme, vous savez que les Américains partent souvent du gros bateau, c'est un gros bateau américain dirigé vers l'Afrique. Tout ça... Luc Michel, pourquoi les Américains, les États-Unis n'ont pas créé cette base permanente sur le territoire d'un pays africain? Bon, parce que les choses ne sont pas encore avancées pour ça. Et alors, il y a également l'emplacement géopolitique. Il n'y a pas de zone. Si vous prenez une carte de l'Afrique, l'Espagne, c'est vraiment une flèche ou un porte-avions. De là, vous intervenez facilement dans toute l'Afrique. Il n'y a pas de mauvaises conditions climatiques. Vous savez que l'Afrique, il faut y voyager pour comprendre. S'il y a des saisons des pluies, et il y a d'immenses tempêtes de sable, tout ça ne permet pas le déploiement des avions. L'Espagne, oui. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Africom a défini deux zones géostratégiques prioritaires en Afrique. La première, c'est le Grand Sahara. Ça a la particularité, en fait, de toucher tous les pays qui sont autour du Sahara, Algérie, Tchad, Libye, etc. Et ils ont défini une deuxième zone géostratégique prioritaire, c'est le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, pourquoi? Pas comme on le croit le plus souvent pour le pétrole, mais parce que c'est par là que passent tous les grands transports maritimes vers l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Le projet américain, c'est maintenant de créer une grande base maritime sur la toute petite île de Sao Tomé. C'est un tout petit, un micro-État indépendant. Pourquoi ils ont choisi cette île? Ils veulent y installer une flotte américaine, comme il y a la 5e flotte du Bahreïn ou la 6e flotte en Méditerranée, permanente. Ils ont choisi Sao Tomé parce que c'est un tout petit État et que ça va leur permettre évidemment à ce moment-là d'en prendre le contrôle. Ce n'est pas le régime de Sao Tomé qui va s'opposer à ce qu'on fait de la base. Et là-bas, ils vont avoir, c'est le deuxième bras de la pince, la force d'intervention vers tout le haut de l'Afrique depuis l'Espagne. Et à partir de cette base maritime, ils pourront rayonner sur les pays du golfe de Guinée, mais surtout sur la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, ce n'est pas une zone prioritaire de l'Africom, c'est une zone prioritaire de la Maison Blanche, qui a un envoyé spécial là-bas. C'est un super ambassadeur, certains disent un proconsul,
Et donc, il est là pour cette région qui intéresse le plus les États-Unis. Là, on est pour des raisons stratégiques, pour des raisons, c'est là qu'on produit l'uranium, c'est là qu'on produit les minerais spéciaux qui permettent les téléphones mobiles, les ordinateurs, etc. Et donc, les Américains ont un grand projet à partir de là. C'est un projet qui va au-delà du 22e siècle. Ce sont des gens qui voient très loin. Il ne faut pas mépriser l'ennemi américain. Il y a chez eux des gens intelligents qui préparent le terrain. Le but, c'est de créer un super bloc de l'Afrique australe, centré sur l'Afrique du Sud, mais avec en satellite les États de la région des Grands Lacs, dont la République démocratique du Congo, dont le Rwanda, dont le Burundi, d'où le fait que les Américains appuient des changements de régime dans les trois pays. Et le but de tout ça, c'est de angliciser ces pays. Au Rwanda, qui était un pays francophone, quand les Belges qui avaient le mandat colonial sont partis en 1960, c'est un État anglophone maintenant. Et le but, c'est de créer un grand bloc d'Afrique australe, anglophone, tourné vers la culture anglo-saxonne. Et il y a, parce que les Américains vont très loin dans les scénarios, moi j'ai vu des cartes sur Internet, donc qui sont des cartes de projection de 2250. Il y a un bloc de l'Afrique du Sud qui n'appartient plus géopolitiquement à l'Afrique, mais qui est lié aux deux Amériques. Voilà tout l'intérêt de ces bases, etc. C'est une politique qui est d'avancer pied par pied, mais malheureusement à vitesse rapide. La réaction des Africains, ils n'ont pas vu arriver le coup. Vous savez que moi, j'ai une très grande activité médiatique et politique en Afrique. J'ai l'oreille, par exemple, du président de Guinée équatoriale, Obiang Massogo, qui m'a reçu au mois d'avril. Je discute avec des ambassadeurs, avec des ministres. Eh bien, ils sont tous, à part en Guinée équatoriale, ils sont restés focalisés sur ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire ce néocolonialisme de la France du général de Gaulle, qui existe encore maintenant, mais qui n'est plus dominant. Et pendant que les Africains sont focalisés sur une France qui est encore dangereuse, mais qui n'est plus l'ennemi principal, les Américains ont avancé pendant des années, sans être absolument pas bloqués quelque part. Ils avancent aussi avec des alliés. C'est le retour de la grande Allemagne de Mme Merkel en Afrique. Vous savez que jusqu'au traité de Versailles de 1919, l'Allemagne avait un véritable empire colonial. Eh bien, l'Allemagne veut revenir en Afrique pour les matières premières, pour la main-d'œuvre bon marché. Ils le disent. Il y a un manifeste politique du ministre des Affaires étrangères allemand Steinmeier, qui est le manifeste pour le retour de l'Allemagne en Afrique.